Ok, donc d'abord je voudrais remercier beaucoup Béla Stigler qui m'a reçu presque les yeux fermés. Je remercie Caroline qui a organisé tout et qui a répondu à tout avec une énergie considérable. Donc je commence tout de suite. Tout est expliqué dedans, y compris ma vie. L'ontologie rend-elle bête? La question posée, l'ontologie rend-elle bête, fait référence bien sûr au livre de Nicholas Carr, The Shallows, traduit en français sous le titre Internet rend-il bête. Et je vais briser le suspense tout de suite en vous donnant ma réponse. Oui et non. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais je vais développer un peu. Oui, l'ontologie peut nous rendre plus bêtes si elle privilégie le synchronique. Et là, je prendrai deux exemples. L'ontologie marxiste de Louis Althusser et l'ontologie objectuelle, une ontologie contemporaine, de Graham Harman. Ensuite, je dirais non, au contraire, l'ontologie peut nous rendre moins bêtes si elle privilégie le diachronique. Et ici, je donnerai l'exemple de l'ontologie de Paul Feyerabend. Normalement, il faudrait donner une petite définition de l'ontologie, l'étude de l'être en tant qu'être, ou l'étude des catégories les plus fondamentales des êtres, ou la théorie des objets et de leurs relations. Or, cette présentation se termine avec les idées de Paul Feyerabend, et il faudrait remarquer que lui n'utilise pas le mot ontologie, préférant parler de cosmologie générale, on retrouve la première définition, ou de méthodologie générale, on retrouve la deuxième définition, ou de l'ontologie ou la cosmologie ou la méthodologie de Mach, tout indifféremment comme si c'était la même chose pour lui. Parfois aussi, il parle du système de catégories sous-jacent à une vision du monde. Et vers la fin de sa vie, Feyerabend a commencé à parler de l'être avec un E majuscule. Mais il a toujours souligné qu'il ne fallait pas s'agripper à un mot ou à une approche parce qu'il n'y a pas de cadre stable qui englobe tout et que n'importe quel nom ou argument ne sert qu'à nous accompagner sur notre voyage sans le confiner à un chemin fixe. Ça, c'est de Contrôler la méthode, un livre qui a été réécrit 4 fois, donc ça, c'est de la 4e édition. Feyerabend a explicitement indiqué que sa propre approche déconstructive, il utilise le mot de temps en temps, a découlé de sa fidélité à cette ambiguïté et cette fluidité. Ainsi, l'ontologie pour Feyerabend implique un voyage, donc un processus d'individuation, sans chemin fixe et sans cadre stable. Donc je continue à définir les mots dans la question. En ce qui concerne le mot bête, il renvoie à des processus d'abêtissement ou de désindividuation, tendant justement à nous imposer un chemin fixe et un cadre stable. Le mot « rendre » dans le titre aussi appelle des explications. Nous sommes des êtres noétiques et donc la bonne nouvelle, c'est que nous ne pouvons jamais être complètement bêtes ou complètement désindividués, sauf mort cérébrale. La mauvaise nouvelle, c'est que nous pouvons toujours devenir plus bêtes que nous ne le sommes aujourd'hui. Tout comme on peut devenir plus ouvert, plus fluide, plus multiple, plus différencié, plus raffiné, bref, plus individué. L'ontologie n'est pas une baguette magique qui peut nous transformer en bêtes ou en dieux, mais elle peut favoriser l'un ou l'autre fourchon de la bifurcation des chemins. Donc j'ai défini 3 mots, je ne vais pas définir le tiret, quoique je pourrais, mais je continue. L'argument. Mon argument sera très simple. 1. Les ontologies traditionnelles
sont basés sur une approche au réel qui privilégie la dimension synchronique où le chemin est fixe et le cadre est stable. Althusser et Graham Harman sont de bons exemples d'ontologie synchronique. 2. Un autre type d'ontologie est possible et elle existe sporadiquement qui privilégie la dimension diachronique et donc les aspects de pluralité et de devenir. Les chemins sont multiples pour eux et le cadre est fluctuant. Feyerabend est un bon exemple d'ontologie diachronique. Donc je l'ai choisi parce qu'il est moins connu. Deleuze serait aussi, Deleuze et Guattari surtout, serait un bon exemple d'ontologie diachronique. Pour faire court, je parle d'ontologie synchronique ou d'ontologie diachronique, mais en fait, chaque type d'ontologie contient des éléments de l'autre type et il s'agit simplement du primat donné au synchronique sur le diachronique ou l'inverse. Donc il faudrait parler d'ontologie à tendance ou à dominance synchronique et vice-versa. La philosophie est inséparable d'une conversion radicale où notre compréhension de tout ce qui existe est transformée. En soi, un tel changement de paradigme est plutôt positif. Un problème se pose lorsque cette conversion équivaut à une réduction de notre vision et à un appauvrissement de notre vie, c'est-à-dire si cette conversion nous rend bêtes. Ma conversion à une ontologie diachronique est survenue en 1972 lorsque j'ai lu Contre la méthode, esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance de Paul Feyerabend, où il donne l'esquisse d'un pluralisme ontologique et épistémologique. À sa lecture, j'étais transporté, transformé, converti. Malheureusement, à la même époque, mon département de philosophie s'est converti à une philosophie très différente, l'althusserisme, et je me suis trouvé totalement marginalisé. Donc, oui, qui a frappé avec sa mainmise l'Australie il y a quelques années en décalage par rapport à la France à cause de la lenteur des traductions. De fait, l'année 1973 était une année charnière entre la tempête diachronique des années 60, de la contestation, et la remise en ordre synchronique voulue par les althusseriens. J'emploie à dessein les termes que Bernard Stiegler utilise pour décrire l'invention de la métaphysique telle qu'elle est mise en œuvre dans la République de Platon, soutenant un projet de synchronisation des esprits et des comportements. J'ai été, moi, le témoin réfractaire d'une tentative d'une telle synchronisation à petite échelle. Mon département a sombré dans le projet dogmatique explicitement énoncé de former des intellectuels radicaux, c'est-à-dire des althusseriens, sous l'égide de la science marxiste althusserienne. Un petit nombre de militants althusseriens ont pris le contrôle administratif et intellectuel du département et par toutes sortes de techniques d'intimidation et d'exclusion ont contraint tous ses membres, ou presque, de se conformer à la ligne althusserienne ou de partir. Intellectuellement, les althusseriens imposaient un métalangage onto-épistémologique en termes duquel ils ont affirmé la différence radicale entre la science et l'idéologie et la scientificité du marxisme. Il est coutumier de décrire l'althusserisme, donc de Louis Althusser, première version donc, de l'Althusser des années 60 jusqu'à 72, je dirais. Donc, on
l'habitude de décrire l'althusserisme du point de vue épistémologique, mais il avait aussi un volet ontologique, de par sa distinction entre objet réel et objet théorique. La pratique scientifique, selon Althusser, produit ses propres objets, les objets théoriques, comme moyen de connaître les objets réels. Les objets de la vie quotidienne, les objets du sens commun, les objets de la perception ne sont pas des objets réels, mais des constructions idéologiques, des simulacres. Face à cette conversion négative de tout un département, je tentais de résister. Puisque j'ai l'esprit de contradiction, c'est-à-dire l'esprit d'individuation, je me suis consacré à une critique de l'althusserisme. Son ontologie lacunaire, la détermination de l'être en termes d'objets réels différents des objets théoriques, correspond à, en fait, un point de vue transcendantal de la philosophie qui agit comme un frein sur la pratique scientifique, en fait de n'importe quelle pratique, mais eux ils parlent de pratique scientifique, et précontraint le type de construction théorique qu'ils pourraient élaborer. Pour maintenir la diachronicité des sciences, le fameux progrès scientifique, on ne peut pas garder la démarcation stricte entre objet réel et objet théorique, ni entre science et idéologie. Les sciences ainsi risquent d'être déchues au même plan que les autres constructions idéologiques, c'est-à-dire l'art, la littérature, les sciences sociales qui n'étaient pas de vraies sciences, les médias, tout ça c'est l'affaire de construction idéologique. Et les objets déchus, donc les objets scientifiques, risquent d'être déchus au statut de simulacre. On verra plus loin que la OOO, l'ontologie orientée vers l'objet de Graham Hammond, accomplit ceci. Il déchoit de cette façon les sciences de leurs privilèges. On note le livre d'entretien avec Jacques Derrida, Politique et Amitié, décrit le même phénomène de prétention et d'intimidation intellectuelle soutenu par, donc il parle d'Althusser à l'école normale supérieure quand il était là, donc prétention et intimidation intellectuelle soutenue par une théorie ayant une aura de sophistication épistémologique, mais qui était radicalement imparfaite. Derrida souligne que les concepts d'objet et d'objectivité étaient déployés sans examen suffisant, ni de leur pertinence, ni de leur bien fondé. Bon, après la période de l'hégémonie althusserienne, qui a duré à Sydney 5-6 ans, c'était l'université de Sydney, c'est-à-dire il y avait à l'époque 4 ou 5 universités, mais c'était la faculté qui s'appelait l'université de Sydney. Après, il venait à nouveau une période de tempête diachronique, mais c'était au plan d'intellectuel cette fois-ci. Des traductions des œuvres de Foucault et de Derrida, mais aussi de Lyotard et de Deleuze étaient publiées. Les dogmes althusseriens étaient contestés et déconstruits, mais à mes yeux, il restait les limites à la pensée qui perduraient malgré cette nouvelle sophistication. Il y avait une dimension ontologique commune à tous ces auteurs et cette dimension ontologique était négligée ou ignorée par les défenseurs de la French Theory. Feyerabend lui-même me semblait avoir besoin d'une ontologie pour renforcer son pluralisme et le protéger contre les incursions dogmatiques de type althusserien et contre les dissolutions relativistes de type postmoderne. J'ai obtenu, pour ma part, une bourse pour aller étudier à Paris et j'ai quitté l'Australie définitivement en 1981 pour continuer mes recherches ontologiques et épistémologiques à Paris. Ce que je retiens de cette expérience, à part
le besoin d'une ontologie capable de soutenir et de pousser plus loin la déconstruction, c'est le sentiment d'une sophistication contradictoire dans la philosophie althuserienne. J'avais l'impression qu'elle pluralisait et diachronisait d'une main, ce qu'elle réduisait et synchronisait de l'autre. Donc, malgré cette sophistication initiale, l'althusserisme a rendu ses acolytes bêtes. De plus, comme instrument de synchronisation à grande échelle, elle était vouée à l'échec, de par son marxisme et son scientisme, qui rendait difficile son adoption générale. Il aurait fallu le démarxiser et le déscientiser pour plaire au plus grand nombre. De surcroît, sa diffusion était limitée au microcosme universitaire parce qu'il lui manquait à cette époque l'outil Internet. Ces limitations à sa diffusion ont été déconstruites et dépassées par une nouvelle philosophie, toute récente, appelée OOO, Object Oriented Ontology, l'ontologie orientée vers l'objet, ou plus simplement l'ontologie objectuelle. C'est-à-dire, pas seulement les limitations intellectuelles, mais ils se servent massivement de l'outil Internet. Je retiens aussi la méfiance envers tout mouvement en philosophie. Or, les OOO s'affichent comme un mouvement et attribuent la diffusion rapide de leurs idées à la maîtrise de technologies numériques sociales. Maintenant, je passe donc à Hamann et l'ontologie objectuelle. Dans The Third Table, c'est un tout petit livre, Hamann donne un bref aperçu des thèmes principaux de l'ontologie objectuelle. C'est un petit livre publié cette année dans une édition bilingue anglais-allemand, dont le texte anglais occupe à peine 11 pages et demie. Le contenu est très engageant, puisque Hamann y réussit l'exploit de présenter ses idées principales dans la forme d'une réponse aux fameux arguments des deux tables de Sir Arthur Eddington, prix Nobel de la physique. Ceci lui permet de formuler ses arguments en termes d'une polémique continue contre le réductionnisme, dans ses formes humanistes et scientistes. Jusque-là, tout va bien. Mais des problèmes surgissent lorsque nous examinons son explication de chacune des deux tables et a fortiori avec la présentation de la troisième table. Donc je vais expliquer, c'est très connu en épistémologie en anglais, le parabole des deux tables d'Eddington. Dans l'introduction célèbre à son livre The Nature of the Physical World, publié en 1928, Eddington commence avec un paradoxe apparent. J'ouvre les guillemets. Je viens de me mettre à la tâche d'écrire ces conférences et j'ai rapproché mes deux chaises à mes deux tables. Deux tables? Oui, il y a un double de chaque objet autour de moi. Deux tables, deux chaises, deux stylos. Fin de citation. Eddington explique qu'il y a un objet familier, la table, comme chose substantielle, solide et fiable, contre laquelle je peux m'appuyer. Mais, selon lui, la physique moderne nous parle d'une toute autre table. Ma table scientifique est principalement du vide, de nombreuses charges électriques éparpillées qui courent ici et là à grande vitesse. Eddington contraste la substantialité de la table familière, c'est une chose solide, facile à imaginer, avec l'insubstantialité et l'abstraction de la table scientifique, qui est un ensemble de mesures physiques réunies par des formules mathématiques. Le monde familier du sens commun est un monde d'illusions, tandis que le monde scientifique, selon cette vision, est seul réel selon la physique moderne, et il est un monde de nombres. Quel est le rapport entre les deux mondes? Eddington pose la question et dramatise l'écart entre les deux mondes. Mais il déclare que les tentatives
prématuré de déterminer ce qui les relie, les deux tables, ont été des échecs nocifs. C'est son mot, nocif. En fait, Eddington ne se prononce pas sur la question d'ontologie posée dans son introduction parce qu'il trouve que c'est la recherche empirique mobilisant la psychologie et la physiologie, aussi bien que la physique, qui doit répondre. Il est clair qu'il aurait compté l'althusserisme comme une tentative prématurée et un échec nocif. Mais qu'aurait-il dit de l'ontologie objectuelle? On y reviendra dans la dernière partie de cette conférence. Dans son petit texte, Hamann expose très succinctement, comme moi, la différence entre les deux tables, mais s'opposant au prétendu scientisme d'Eddington, Hamann affirme que ces deux tables sont également irréelles, qu'elles ne sont que des faux ou des simulacres. Page 6, il dit « utter shams ». Assignant chaque table à un côté de la faille qui sépare les fameuses deux cultures chères à C.P. Snow, la culture des humanités d'un côté, celle des sciences de l'autre, il trouve que toutes les deux sont les produits du réductionnisme qui mine la réalité de la table. Une citation, « Le scientifique réduit la table vers le bas jusqu'aux minuscules particules invisibles à l'œil. L'humanisme la réduit vers le haut jusqu'à une série d'effets sur les gens et sur les autres choses. » Fin de citation. Refusant le réductionnisme et ses simulacres, Hamann pose l'existence d'une troisième table, la seule réelle, selon lui, qui sert d'emblème pour une troisième culture à venir, dont le paradigme pourrait être tiré des arts qui tentent, selon lui, citation, d'établir des objets plus profonds que les traits qui les annoncent, ou de faire allusion à des objets qui ne peuvent pas être rendus pleinement présents. Fin de citation. La philosophie elle-même, pour lui, abandonnerait ses prétentions scientifiques pour parler enfin du monde réel et de ses objets. Or, dans le mot et la chose, Word and Object, de Willard Van Orman Quine propose une technique qu'il appelle la montée sémantique pour résoudre certains problèmes en philosophie. Il nous invite à formuler nos problèmes philosophiques, non plus en termes matériels, comme questions concernant les composantes du monde, les objets, mais plutôt en termes formels, comme des questions concernant le bon emploi et la bonne analyse de nos expressions linguistiques, nos mots. L'idée était de trouver un terrain d'entente pour discuter des prétentions de points de vue rivaux. Malheureusement, cette méthode s'est avérée inefficace pour résoudre la plupart des problèmes, car les disputes importantes concernent aussi bien les termes à employer et leurs interprétations dès qu'on aborde un problème philosophique intéressant. À l'inverse, Graham Hamann, avec sa nouvelle ontologie, nous propose une véritable descente objectuelle pour renverser le tournant linguistique et le remplacer par un tournant ontologique. Selon lui, les problèmes fondamentaux de l'ontologie doivent être reformulés en termes d'objets et de leur qualité. Ces objets ne sont pas les objets de notre monde familier. Rappelons que Hamann déclare que la table irréelle et la table familière est irréelle, est un simulacre. L'objet réel est un objet philosophique qui, et citation, se retire derrière tous ses effets extérieurs. La notion de se retirer, le retrait, il tient de Heidegger. Nous ne pouvons pas toucher la table hamannienne, car nous ne touchons jamais les objets réels, ni même la connaître. Mais, bonne nouvelle, on peut aimer la table.
citation, le réel est quelque chose qui ne peut pas être connu, mais seulement aimé. Fin de citation. Ainsi, Harman opère une réduction du monde aux objets et leurs qualités qui se veut, en première instance, ontologique et non épistémologique. Et là, il a tort, et la dimension épistémologique est omniprésente dans son œuvre, mais comme objet d'une dénégation. Cette réduction objectuelle est difficilement argumentable et parfois elle est présentée comme une évidence accessible à toute personne de bonne volonté et de bon sens. Citation, cette fois-ci, le seul livre traduit en français par Harman est sorti cette année, ça s'appelle L'objet quadruple, The Quadruple Object. Ceci est une citation. Au lieu de partir du doute radical, nous commençons par la naïveté. Ce que la philosophie a en commun avec la vie des scientifiques, des banquiers et des animaux, c'est un souci partagé pour les objets. Fin de citation. Cette évidence est en fait méticuleusement construite et hautement motivée philosophiquement. Les objets harmaniens ne sont pas du tout les objets du sens commun. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les connaître. Donc, la naïveté invoquée n'est pas du tout une ouverture brute au monde. Elle est en fait un point de vue déterminé, une perspective particulière. Le point de vue naïf dit bien la traduction française de naïveté. Sous le vocable de naïveté, Harman nous parle d'un point de vue naïf qui serait néanmoins objectuel, c'est-à-dire pas naïf du tout, mais partisan. Harman déploie toutes ses ressources rhétoriques pour provoquer dans son lecteur l'adoption de ce point de vue objectuel, comme si c'était l'évidence même. Cette conversion objectuelle est nécessaire, selon lui, pour pouvoir enfin sortir de la tyrannie de l'épistémologie et du tournant linguistique et édifier une nouvelle ontologie, fondement d'une métaphysique capable de parler de tous les objets. Nous voyons les parallèles et les différences de l'ontologie objectuelle par rapport à l'althusserisme. Les deux relèguent l'objet familier et l'objet perceptif au statut de construction sociale. La OOO va encore plus loin et assigne à l'objet scientifique le même statut de simulacre. Seule la philosophie peut nous dire ce qu'il en est des objets. Les deux nous proposent un métalangage, mais celui de la OOO est tellement déqualifié qu'elle est susceptible d'instanciations différentes et en effet, aucun des membres du mouvement n'a la même ontologie concrète. Ils partagent la même méta-ontologie, mais pas du tout la même ontologie à chaque fois. Finalement, la OOO se répand en se servant abondamment, libéralement, le mot est très juste là, libéralement, des moyens fournis par l'Internet, blogs, groupes de discussion, échanges Facebook et Twitter, podcasts et streaming vidéo. D'autres utilisent ces moyens aussi. J'ai parlé ici surtout de la OOO de Graham Harman parce que je ne crois pas que la OOO existe en général. Et je pense aussi que son unité apparente est en grande partie une façade trompeuse. Il s'agit plutôt d'un accord sur un métalangage, c'est-à-dire sur une certaine terminologie et sur un ensemble de thèmes sous l'égide duquel beaucoup de positions différentes peuvent s'abriter. J'ai parlé de The Third Table parce que les formulations de Harman changent de livre en livre et je trouve que dans cette petite brochure, il nous livre son métalangage presque à l'état pur. Dans ses autres livres, Harman, sans le savoir, glisse constamment entre un sens méta-ontologique de l'objet et un sens qui correspond à une instanciation possible de ce métalangage, ainsi générant beaucoup de confusion conceptuelle.
Dans The Third Table, Harman pratique une forme de critique ontologique qui contient à la fois des éléments relativistes et des éléments dogmatiques. Au niveau du contenu explicite, Harman est plus libre, moins dogmatique qu'Althusser, puisqu'il ne fait pas, par exemple, de la science la reine du savoir. Harman se situe explicitement après le tournant linguistique, après les épistémologies qu'il appelle les épistémologies d'accès, après la déconstruction et le post-structuralisme. Il estime que le moment de la construction est venu, qu'il faut construire une nouvelle philosophie en retournant aux choses mêmes du monde, c'est-à-dire pour lui les objets. Mais est-ce le cas? Maintenant, c'est la dernière partie. Je passe à Feyerabend et la nocivité du tournant ontologique. Feyerabend rejette l'idée qu'il nous faut un nouveau système ou cadre théorique parce que des cadres, une citation, parce que des cadres imposent toujours des contraintes indues sur n'importe quelle activité intéressante. Fin de citation. Il souligne, la citation vient d'un texte très intéressant et peu connu de Feyerabend, où c'est une série de lettres, une correspondance sur 2 ans avec un expert israélien en intelligence militaire qui a contacté Feyerabend, qui a cru que les idées de Feyerabend en philosophie des sciences pouvaient aider avec l'intelligence militaire. Feyerabend a été très intéressé par cette correspondance et ça a été l'occasion pour lui pour développer en forme vraiment condensée toutes ses idées, comme s'il embrassait toute sa carrière dans cette correspondance. Donc il dit des cadres imposent toujours des contraintes indues sur n'importe quelle activité intéressante. Il souligne que nos actions doivent être suffisamment complexes pour s'accorder à la complexité de nos pratiques et du monde. Ceci vaut pour n'importe quelle philosophie académique. Appliqué au tournant ontologique, ceci veut dire qu'un système ontologique est inutile, un frein à la pensée et à l'action, alors un système ontologique est un frein. Alors qu'une ontologie qui n'est pas cristallisée en système et en principe, mais qui se limite à un ensemble ouvert des règles empiriques et de l'étude libre de cas concrets, est à la fois acceptable et désirable. Donc Feyerabend dit que le détour, pour Feyerabend, le détour par l'ontologie est inutile parce qu'une approche plus ouverte et moins technique est possible. En effet, Feyerabend nous indique ce que Eddington aurait pu répondre à Harman à travers les décennies. Tout comme l'althusserisme, la OOO doit être considérée un échec nocif parce qu'elle spécifie de façon a priori et dogmatique ce que sont les éléments du monde. Cet échec est intrinsèque à son approche transcendantale. Elle est prématurée parce qu'elle préjuge des voies et des résultats de la recherche empirique. Et ici, empirique, ce n'est pas seulement scientifique, c'est toutes les recherches qu'on peut faire. Elle est nocive parce qu'elle tend à exclure des recherches possibles et fermer les esprits, les rendre bêtes. Suivant Ernst Mach, Feyerabend nous expose les rudiments de ce qu'il appelle une méthodologie générale ou une cosmologie générale. Cette ambiguïté a son importance. Pour Feyerabend, il n'y a pas de ligne de démarcation claire et nette entre l'ontologie et l'épistémologie, alors que Harman, sans la moindre étude de cas, est convaincu de l'existence d'une telle dichotomie. L'ontologie générale de Mach, Ernst Mach, se résume à 2 points. Le monde est composé d'éléments et de leurs relations. 2. La nature de ces éléments et de leurs relations est à spécifier par la recherche empirique. Comparé à Harman, ça a l'air presque pareil, mais en fait, pas du tout.
Le monde est composé d'objets et non plus d'éléments, composé d'objets et de leurs relations. Les objets ne sont jamais épuisés par leurs relations. Les objets se retirent de leurs relations. La différence est très éclairante. Alors que Mach laisse la nature de ces éléments ouverte, autorisant l'exploration d'hypothèses multiples, Hamann réduit transcendentalement ces possibilités à une seule. Les éléments sont des objets. Cette réduction des possibles à un seul, pérennisée dans un principe transcendantal, équivaut à ce que j'appelle une réduction objectuelle. De surcroît, en laissant à la recherche empirique spécifier les relations, Mach ne se donne pas un principe a priori du retrait des objets par rapport aux relations, comme le fait Hamann. Ici encore, le retrait est simplement une possibilité parmi d'autres. Un avantage supplémentaire de cette ontologie d'éléments non spécifiés est la transversalité. Il nous permet de faire de la recherche qui traverse les frontières et les disciplines, y compris celles entre la science et la philosophie. Dans ma terminologie, l'ontologie de Mach est diachronique, évoluant avec et amène la recherche empirique. L'ontologie de Hamann est synchronique, fixant transcendentalement les éléments du monde. Mais on pourrait objecter que Feyerabend, c'est bien connu, est un relativiste et donc que la recherche empirique pour lui peut donner n'importe quel résultat parce que dans son système, anything goes, c'est le slogan qu'on retient toujours de Feyerabend. Tout est bon, c'est comme c'est traduit en français. En fait, la meilleure traduction de son slogan polémique serait plutôt n'importe quoi pourrait marcher. Le relativisme épistémologique de Feyerabend est en fait soutenu par un réalisme ontologique. L'être, selon lui, citation, n'a pas de structure bien définie, mais il réagit de façon différente à des approches différentes. Fin de citation. C'est la raison pour laquelle parfois il refuse l'étiquette de relativisme, puisque selon lui, le relativisme présuppose un cadre fixe. Pour Feyerabend, la transversalité des communications entre les gens appartenant à des structures en apparence incommensurables montre déjà que la notion d'un cadre de référence fixe et étanche n'a qu'une application très limitée. Néanmoins, il distingue entre l'être comme réalité ultime, qui est inconnaissable, et les multiples réalités manifestes qui sont produites par notre interaction avec lui et qui sont, elles, connaissables. Approcher l'être d'une certaine façon, à travers, pas une improvisation, mais à travers des décennies des expériences scientifiques, et il produit des particules élémentaires. Approcher l'être d'une autre façon, et il produit les dieux homériques. La différence avec le relativisme, c'est qu'il n'y a pas de garantie que l'approche marchera. L'être doit répondre positivement, ce qui est très souvent pas le cas. Feyerabend tire la conclusion que la détermination de ce qui est réel et de ce qui est un simulacre ne peut pas être le fait d'une ontologie abstraite et donc le fait des intellectuels qui la promulguent. Il n'y a pas de cadre fixe, les réalités manifestes sont multiples et l'être est inconnaissable. Donc, la détermination de ce qui est réel dépend de notre choix en faveur d'une sorte de vie ou une autre, c'est-à-dire d'une décision politique. D'où sa conclusion, l'ontologie, citation, sans politique est incomplète et arbitraire. Fin de citation. En revanche, Hamann a dit et a répété maintes fois que l'ontologie n'a rien à voir avec la politique. Vu des yeux de Feyerabend, la OOO de Hamann est donc incomplète parce qu'elle est apolitique et arbitraire parce qu'elle est
a priori et moniste. Ça, on a déjà dit, mais aussi parce qu'elle attribue à une petite tribu d'intellectuels le droit de nous dire ce qui est réel. Les objets fantomatiques, c'est son mot, les objets fantomatiques de Hamann, et dire ce qui n'est pas réel, les simulacres du sens commun des humanités et des sciences. Donc, j'arrive à la conclusion. La structure de mon argument est très classique et très abstraite, puisqu'il reste entièrement dans le domaine de la philosophie, puis encore de la philosophie première. Donc, je voudrais donner, pour finir, quelques indications pour montrer que ces questions sont ou peuvent être très pratiques. Dans son article New Ontologies, Andrew Pickering, le sociologue des sciences, présente les deux types d'ontologie à travers le contraste entre les peintres de Kooning et Mondrian. Les tableaux de Mondrian seraient des exemples d'une approche synchronique où le sujet se distancie du monde pour le dominer selon un plan transcendant qui impose ses représentations abstraites sur un matériau passif. Le peintre prévoit et ordonne tout. Il n'y a pas de surprise qui émerge pendant le processus de production de l'œuvre. La toile, elle, ne fait rien. Elle est réceptive plutôt qu'agentive. Il n'y a pas d'échange entre le peintre et sa toile, pas de dialogue. En revanche, les toiles de Kooning participent elles-mêmes dans l'élaboration de l'œuvre. Il y a un va-et-vient continu entre le peintre et la toile, citation, entre la perception des effets émergents et la tentative de les intensifier. Fin de citation. L'approche, je fais un mea culpa, je m'excuse pour un mot horrible. L'approche de Kooningienne est diachronique. Elle comporte un processus immanent, concret, incarné, ouvert, un processus d'engagement dans le monde, tandis que l'approche mondrianesque, ça passe mieux, implique un processus transcendant, abstrait, désincarné, fermé, de distanciation d'avec le monde. L'approche mondrianesque correspond, selon Pickering, à l'arraisonnement, alors que l'approche de Kooningienne pratique l'aletheia, le dévoilement. L'espoir de Pickering est que les pratiques diachroniques, donc à dominance diachronique, qui sont encore marginales, peuvent se rassembler et déborder ou dissoudre l'arraisonnement régnant. Pickering donne plusieurs exemples concrets de l'approche diachronique, ce que je n'ai pas le temps de développer et donc vous le remerciez. Non seulement dans l'art de Kooning, mais aussi en génie civil. Il discute la gestion écologique et adaptive d'une rivière, où on n'impose pas un plan priorité, mais ensuite les évolutions des lieux. Et aussi dans la psychiatrie, les expériences antipsychiatriques comme Kingsley Hall et Laborde, favorisant des relations symétriques et non hiérarchiques. Il parle aussi de mathématiques, de la musique et de l'architecture, pour montrer à chaque fois les effets concrets des deux approches. Donc il faudrait garder à l'esprit que même si la discussion se situe sur le plan conceptuel, les différends au sujet de l'ontologie sont inséparables de notre existence concrète et quotidienne. Voilà.